On a besoin de résoudre très concrètement. Et je pense que ces deux expériences m'ont invité à essayer d'aller au cœur du problème vite pour résoudre rapidement. Vous êtes né, c'est curieux, on dit Dansbourg alors que ça s'écrit Dansembourg. Oui, Il n'y a pas d'explication. Non, je pense parce que c'est un nom luxembourgeois et qu'en luxembourgeois ça se prononce en sautant le EM. Bon, c'est une habitude. Vos grands-parents Dansbourg, Châtelain, vos parents Châtelain, vous Châtelain maintenant. C'est à vous qu'appartient ce beau château d'Asnois. Disons qu'effectivement, à la mort de mon père il y a 2 ans, j'ai relevé le défi de tenter de faire quelque chose avec ce beau lieu qui est une énorme charge financière, mais qui est très beau et situé en pleine forêt. Et je me suis bien endetté pour ça, en espérant pouvoir l'ouvrir au public d'une certaine façon, en y faisant des séminaires, des rencontres, pas tout des en gardant... Sûrement pas. Non, non, je veux garder l'esprit familial. Ça sert aussi pour des réunions de famille. On a fêté un Noël familial avec 50 cousins ce Noël-ci. C'était extrêmement joyeux. Et je veux arriver à tenter de combiner à la fois le maintien d'une maison familiale qui rassemble et à la fois de créer des ressources pour entretenir ce lieu qui coûte fort cher. Oui. Mais c'est pas un peu lourd à porter comme ça d'être châtelain? Vous alliez à l'école au village d'Asnois. Oui, quand bien vous étiez sûr. petit. C'est vrai qu'en voyant cette photo-là tout à l'heure, je ne m'attendais pas à ça. J'étais un petit peu surpris, un petit peu mal à l'aise parce que je n'y ai pas que de bons souvenirs. C'est vrai que comme enfant, je pense que j'ai fait l'expérience d'une certaine ségrégation par l'autre côté. Parce que j'étais le fils du châtelain, que mon père portait un titre de comte et que donc les gosses jouaient des courbettes en me disant Monsieur le comte et que j'ai eu l'impression d'être un peu jugé et rejeté comme d'autres peuvent le faire pour d'autres raisons. Et que très vite, ça m'a rendu familier aux personnes rejetées ou marginalisées. Et que vraiment, je me suis très tôt indigné pour le fait d'être jugé pour quelque chose d'apparent et d'extérieur. Parce que mes parents galéraient bien pour entretenir cette maison et ils travaillaient comme tout le monde. Il n'y avait pas de grosse différence, sauf que le décor était beau sans doute, mais à l'intérieur, bon, il n'était pas très confortable dans ma chambre comme enfant. Je n'ai jamais eu plus que 8 degrés tout l'hiver durant. Et j'étudiais avec des mitaines parce qu'on ne savait pas chauffer. Alors que des gosses du village habitaient des maisons bien chauffées. Donc, il y avait une espèce de jugement sur l'apparence que j'ai souvent rencontré et que je continue à rencontrer dans la vie quotidienne et que j'ai toujours souhaité pouvoir dépasser pour avoir des rapports vrais. Et après l'école primaire à Asnois, alors c'était Neuchâteau. C'était la petite ville de Neuchâteau. Ça, c'était oui, pas mieux. Alors, vous étiez toujours considéré comme le châtelain? Un peu, oui. Disons que je ne vais pas en faire un drame parce que c'était pas tragique, mais cependant, intimement dans mon cœur, je sentais quand même la difficulté à être simplement moi-même avec mes copains sans qu'on connote. Oui, mais toi, tu penses ça parce que tu es de tel milieu. Oui, mais toi, tu dis ça parce que tu as tel antécédent. Et que je n'étais pas écouté pour moi-même. Donc, vraiment, ça a fait naître en moi le vrai souci, le profond souci que les êtres humains puissent s'écouter, se rencontrer pour eux-mêmes et non pas pour tout ce qu'il y a autour. Et je suppose que de ça, vous ne pouviez pas parler en famille, parce que, si j'ai bien compris, vous étiez quand même dans une famille où on ne pouvait pas exprimer ses besoins. Disons que c'était pas trop bienvenu, c'est vrai. J'étais élevé dans une famille certainement pleine d'amour et bienveillante, mais avec une imprégnation, je dirais, judéo-chrétienne, que je ne crois pas bien comprise, qui est qu'il ne faut pas s'écouter, il faut écouter les autres. Et bien sûr que je comprends la beauté de l'intention derrière ça, qui est l'attention aux autres, la solidarité, l'altruisme, bien évidemment. Cependant, il y a un effet pervers, c'est que si je ne m'écoute jamais, comment est-ce que je peux vraiment écouter l'autre? Si je ne connais rien à ma colère parce que je la refoule, comment est-ce que je peux accueillir l'autre quand il est en colère? Si je ne connais rien à ma tristesse parce que je ne veux pas la voir et que je mords sur ma chic, que je suis toujours un bon garçon qui fait tout bien ce qu'il faut, le jour où quelqu'un est triste en face de moi, comment est-ce que je peux l'accompagner dans sa tristesse? Parce que dans ma famille, on n'apprenait pas à être simplement ensemble dans l'écoute mutuelle. On faisait beaucoup de choses, mes parents étaient toujours extrêmement occupés à assurer le maintien de cette grande maison, à travailler, à trouver des ressources pour ça. Vous avez souffert de ça aussi, vous dites qu'on n'accordait plus d'importance à l'organisation, à l'intendance, qu'à la relation. Oui. Certainement que ce n'était pas l'intention de mes parents. Mes parents étaient certainement généreux dans leur cœur et avaient le souhait qu'on soit bien dans notre peau. Mais le fait est que l'intendance passait au-dessus, que si on avait une difficulté, une peine, un doute ou simplement le besoin de se réjouir de quelque chose, ben, il n'y avait pas le temps. On peut regarder votre famille. Ah ben... Voilà. Alors, votre père, oui. Amaury, votre maman, Micheline. Oui. Et puis derrière, c'est Jean. Mon frère aîné, oui. Oui, qui est décédé, Qui est décédé lui. il y a une dizaine d'années, oui. Alors vous êtes devant, là, le petit brun, curieusement. Oui, c'est ça. Je vous imaginez blond. Moi. Et puis votre sœur Marie. Ma sœur. Et puis Étienne. Oui, mon frère Étienne. Et mon petit frère Benoît. Et le petit Benoît, oui, mon Dieu, j'oubliais. Oui, il y a une grande différence d'âge, là. Qui est un homme de 36 ans maintenant, c'est incroyable. Oui. Mais donc, vous disiez, par exemple, si vous faisiez part de votre tristesse, on disait « Non, ce n'est pas bien d'être triste, va dans ta chambre, quand tu te sentiras mieux, tu reviendras ». Moi, je vous ai entendu dire ça en conférence, je l'ai lu dans le livre aussi.
bon, c'était toujours comme ça. On ne pouvait pas être en colère. C'était pas bien d'être en colère. C'est un peu ça. On ne pouvait pas s'apitoyer sur soi-même. On ne pouvait pas se plaindre de ce qui se passe à l'intérieur de soi. On devait toujours se réjouir de la chance qu'on a. Et sans doute, ce n'était pas faux. C'est vrai que par rapport à beaucoup de gens, on avait quand même un certain confort malgré tout. On avait une belle maison, même s'il était rude à entretenir. C'est clair. Mais moi, au fond de ça, j'ai beaucoup souffert de solitude, d'être éloigné, d'être coupé, de ne pas avoir une bande d'amis, d'avoir une bande de copains. Et donc, on vous a appris à être un petit garçon bien sage, bien raisonnable, un gentil petit garçon. Et là, on devrait peut-être revenir sur le titre de votre livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Quand vous dites gentil, ça ne veut pas dire d'être désagréable avec tout le monde. C'est pas le contraire, enfin, je veux dire. Non, je ne voudrais seulement pas qu'on voit ça d'une façon binaire, que le fait d'être vrai voudrait dire qu'on soit méchant. Ce que je visais dans mon titre, bien sûr, c'est la gentillesse de complaisance, celle qui fait porter un masque, cacher ses émotions, dissimuler ses sentiments, dissimuler ses révoltes, pour ne pas créer de vagues, pour acheter au fond l'intégration familiale d'abord, puis sociale et professionnelle ensuite, au prix souvent d'une grande violence sur soi, parce qu'à force d'écraser ses colères, ses tristesses, on s'en fait des maladies, on s'en fait toutes sortes de maux intérieurement, et tôt ou tard, la cocotte risque d'exploser et de créer beaucoup de violence à l'extérieur. Et donc mon invitation est d'oser être vrai et dire, tiens là je suis en colère, je ne suis pas d'accord, voilà mon besoin, est-ce que tu es d'accord de l'entendre? Et de le formuler d'une façon bienveillante, bien sûr, parce que si j'invite à être vrai, c'est à être vrai non seulement dans l'expression de soi, mais aussi être vrai dans l'écoute, accepter d'écouter la colère de l'autre s'il est en colère, sans lui dire, t'as tort d'être en colère, et d'argumenter, mais d'accepter, t'es en colère? Je t'écoute, on va écouter ta colère tranquillement à nous deux. T'es triste? Je t'accompagne dans ta tristesse, on va écouter ta tristesse tranquillement à nous deux. Donc écouter aussi, en vérité. Oui, c'est ça, on est gentil pour plaire à l'autre, pour ne pas déplaire, oui. C'est ça. C'est ça, parce qu'au fond, on n'a pas... On a peur de perdre... On a peur de perdre son affection, sa reconnaissance, son amitié. Souvent, notre éducation nous a invités à être semblables, à faire comme papa, comme maman, comme monsieur le curé, le cas échéant, comme le milieu social dans lequel on est, à se conformer assez souvent. Et il est rare qu'on ait été invité dès l'enfance à être différent, à être spécifique, à avoir son authenticité, sa spécificité. Donc souvent, nous vivons notre propre différence comme menaçante. Si je me montre vraiment comme je suis, est-ce que papa, maman vont m'aimer? Si je montre vraiment ma colère et ma rébellion, est-ce que je vais pouvoir rester attablé à la table familiale ou est-ce qu'on va me rejeter? Voilà. Et ça nous poursuit notre vie durant. Combien de vies de couple sont encombrées par ça? J'accompagne beaucoup de personnes en difficulté de vie de couple et qui ont de la peine à être vraies dans leur couple et à dire là je suis pas d'accord, je suis en colère et je souhaite que tu l'entendes parce que je t'aime et que je tiens notre relation et que je veux en assurer la durée, la continuité. Alors que si j'accumule les frustrations, un jour ça va péter. Donc pour l'hygiène de notre relation, je préfère nous dire les choses. Et ça c'est un apprentissage qu'il est rare qu'on ait fait. Parce qu'on a souvent appris à être gentil. Vous savez, moi, ce qu'on me disait souvent quand j'étais petite, surtout ne te fais pas remarquer. Ah oui. C'est terrible, je trouve. Ah oui. Mais vous voyez où les parents plaçaient leur sécurité. Ce n'est pas une critique, parce qu'ils venaient avec leur propre éducation. Donc je ne voudrais certainement pas que les parents entendent une critique là-dedans. Simplement un souci de bien comprendre comment une mécanique s'est enclenchée. Confiant que si nous comprenons mieux comment elle s'est enclenchée, nous avons plus de pouvoir pour la désamorcer, la désenclencher. Eh bien, ça, que les parents ont souvent satisfait leurs besoins de sécurité en ayant des enfants bien gentils, bien calmes. Et moi, je pense qu'on peut aussi mettre sa sécurité dans la vie, dans la fantaisie, dans l'improvisation. Moi, j'ai envie de vous montrer un petit garçon bien sage. Regardez, vous êtes beau. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Ah, ça c'est une photo, ce n'est pas au château, c'est au Berkenhof. Oui, Berkenhof, Berkenhof, près de la As. maison de ma grand-mère dans les Flandres, près de As, oui. Oui, c'était une ferme avec des ânes. Il y avait des vaches, il y avait des moutons, des poules, et il y avait des ânes. Vous vous sentiez bien là? Oui. Oui, c'était bien agréable, ça. C'était un petit cocon de verdure, comme ça, au milieu de la campagne des Flandres. C'était très beau. Mais il y avait les grands-parents aussi que vous aimiez bien. Beaucoup. Et peut-être où il y avait plus d'écoute, comme souvent chez les grands-parents. C'est ça, je dirais. Absolument, mais les voilà. grands-parents. Ça, c'est incroyable, c'est mon grand-père, oui, et ma grand-mère. Ils sont les grands-parents maternels. Oui. Mais bien sûr, les grands-parents, leur vie est plus tranquille, plus calme, ils sont à la retraite, alors ils sont disponibles pour jouer, pour prendre dans les bras, pour faire des câlins. Et je me souviens que mon grand-père était très affectueux et nous prenait dans ses bras, il nous faisait des gros câlins. Et c'était tellement agréable parce que de mon père, j'ai pas connu ça, même si je sais que mon père m'aimait beaucoup, mais c'était pas sa nature de faire des câlins. Or, moi, j'aimais ça. Votre maman non plus? Maman non plus, non. Oui, une petite caresse comme ça, de temps en temps, un petit... Mais pas de façon régulière et très chaleureuse. Moi, je pense que j'ai beaucoup plus besoin d'exprimer et de recevoir ces choses et que dans ma relation
relation avec ma femme ou mes enfants, on se fait des câlins sans arrêt, parce que je trouve ça bien agréable, et eux aussi. Ben oui. Être vrai. Moi, je me demande si vous aviez vraiment été vrai avec vous-même, si vous aviez écouté vos besoins. Je me demande si vous auriez fait des études de droit. Parce que, je ne sais pas, j'ai lu que vous aimiez, par exemple, vous avez beaucoup d'admiration pour le métier de berger, non ? Ah oui, vous avez su. C'était la liberté. Une anecdote. Oui, la liberté. Je pense que c'était pas très concret. Je pense que c'était une admiration avec une part de romantisme, de l'idée d'être solitaire dans de beaux espaces. Certainement, ça devait combler certains besoins de liberté, de contact avec la nature et de n'avoir de compte à rendre à personne qu'à soi et à Dieu sans doute. Mais sans doute que j'avais une part de ça qui rêvait pour être berger. Mais je pense que plus concrètement, ce qui m'a amené à être avocat, c'est le souci, le rêve d'aider les êtres humains à mieux résoudre leurs conflits. Vous n'avez pas voulu être agent de police ? Non, mon Dieu, non. Non, regardez pourquoi je dis je ça. sais ce que vous allez sortir. Mais c'est mignon, parce qu'on vous reconnaît bien, là. Hein. Oui, oui, sans doute. C'est vraiment le même visage. Non, c'était un clin d'œil comme ça. Non, oui, mais j'avais reçu ce déguisement d'une de mes tantes et j'en étais si fière, bien évidemment, à l'âge que j'avais, tout autant. C'est marrant. Non, mais sérieusement, plus sérieusement maintenant, moi, je crois que vous auriez pu être artiste aussi, parce que j'ai appris plein de choses. Vous chantez, par exemple, c'est vrai ? Oh, j'aime beaucoup chanter et j'ai chanté longtemps dans une chorale et j'ai pris des cours particuliers qui m'ont énormément plu, qui m'ont donné un plaisir profond et je pense que ça a contribué pour moi à avoir une certaine assurance quand je donnais des conférences, à poser ma voix et à parler. Le piano, vous jouez du piano ? Oui. Voilà. 17, ça, c'est un vieux souvenir, oui, 17, ça, 18 c'est ans. Au château d'Asnois. Oui, c'est ça, et le piano est toujours au même endroit d'ailleurs. Mais vous jouez, vous Je continue à improvisez. jouer, j'improvise pour mon plaisir, ça n'a aucune prétention, c'est mon yoga ou c'est ma danse intérieure, je me mets au piano pour le plaisir de me détendre et sans souci du tout de performance et ça me plaît, ça me comble. J'aimerais y consacrer plus de temps d'ailleurs parce que j'y trouve beaucoup de ressourcement. Quand je suis tendu, quand je suis énervé, quand je suis préoccupé, je me mets un quart d'heure au piano et ça me permet de retrouver une paix, une espèce de confiance qui peut manquer parfois, effectivement, dans la vie. Et vous écrivez aussi, la preuve, vous avez écrit un livre, mais oui. Vous écrivez aussi des poèmes ? J'en ai écrit beaucoup plus autrefois que maintenant. Quand j'avais 17-18 ans, j'en ai écrit pas mal, oui. Je me suis... je ne dirais pas amusé, parce que c'était plutôt une période triste. Je sentais que j'étais un peu à côté de mes pompes, que je faisais des études de droit qui ne me correspondaient pas vraiment, et que je vivais un peu la vie comme étant pesante. Je la trouvais pleine de contraintes et de devoirs. Je n'avais pas vraiment rencontré l'idée que l'on peut vivre parce que c'est gai de vivre, parce que c'est joyeux. Je m'étais un peu encodé dans l'idée qu'on fait les choses parce qu'il faut les faire. Pour ça, il m'a fallu attendre presque l'âge de 35-36 ans pour commencer à vraiment me dire je choisis les choses que je fais, je les fais vraiment par goût. Et puis, vous avez un véritable don de comédien aussi. Moi, j'étais tout à fait renversée de vous voir un jour, c'était la conférence spectacle de Guy Corneau. Et puis, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est Thomas d'Ansbourg. Vous étiez avec un béret alpin en train de faire plutôt des pitreries, il me semble, si j'ai bien retenu. Non, enfin, pour moi, c'est l'impression que j'en ai gardé. En fait, je racontais un conte. Oui, dans une conférence de Guy, je racontais le conte de la jeune fille aux mains coupées, qui est un très ancien conte. Et pour ça, effectivement, j'avais mis un béret que je trouvais plutôt de conteur que béret alpin. Et je mimais le conte, donc avec du mouvement aussi. Oui, oui, mais dans vos conférences aussi, il y a des véritables sketchs par moment. Oui. Oui, j'aime cette vie-là. Je crois que j'ai profondément le besoin d'être cohérent. Si en conférence je sens le besoin de bouger, d'être en mouvement, de singer quelque chose, de le mimer, je le fais parce que sinon ma conférence n'est pas cohérente. Je n'ai aucun plaisir à rester assis, à parler de façon académique. Alors effectivement, ça m'est venu assez naturellement, le plaisir de jouer certaines scènes qui permettent, je l'espère en tout cas, de faire mieux comprendre ce que je veux dire. Oui, sûrement. Oui. Donc j'ai le projet de travailler à ça. Je sais que Guy Corneau l'a déjà fait une fois ou l'autre en faisant venir des comédiens dans des conférences et je pense que c'est très parlant parce que les gens s'y retrouvent leur façon d'être et qu'aussi on peut regarder ces petits drames familiaux avec humour. Pour moi c'est très important de pouvoir se décoller du tragique quotidien et dire ben oui je m'y reconnais là-dedans, tiens c'est rigolo. Et ce qui me fait plaisir, par exemple, c'est quand à l'issue d'une conférence, souvent ça m'arrive, une personne vient me dire « j'ai l'impression que vous avez fait la conférence pour moi. Tous les exemples que vous avez donnés, je m'y retrouve. » C'est magnifique. Alors je trouve ça agréable parce que ça veut dire qu'effectivement les gens se sentent compris dans leur vie quotidienne et peuvent le regarder avec un certain détachement. Je pense qu'on a plus de facilité à commencer à changer sa vie quand on la regarde avec humour que quand on est coincé dedans et que c'est la tragédie.
Alors il y a des déclics qui se sont produits et qui vont faire basculer vraiment votre vie. Enfin, je veux dire, la rencontre avec Pierre-Bernard Welge, commissaire donc à la PJ, et qui avait créé l'association Flics et Voyous. En fait, vous l'avez rencontré, je crois, grâce à votre frère Jean, peut-être au départ, dont il était grand ami. Oui, c'est vrai qu'il avait partagé la même école que mon frère Jean, ça faisait un lien, mais surtout j'avais entendu parler de lui comme étant un ancien avocat devenu flic et s'occupant de jeunes. Et j'avais entendu plutôt sa réputation, un peu, je dirais même un peu sa légende, parce que c'était comme un personnage qui avait choisi de quitter le barreau pour devenir commissaire, non seulement être commissaire, mais en plus s'occuper de jeunes. Ça faisait trois choses qui m'impressionnaient quand moi j'étais un avocat gentiment déprimé, justement. Je me disais, tiens, voilà quelqu'un qui a trouvé du sens dans sa vie, j'ai envie d'aller vers lui. Vous vous souvenez quand il a organisé son tour de Belgique en ULM et en 4x4, et puis il vous a dit, mais au fond, on va passer pas loin du château, oui. Est-ce que je peux venir avec mes jeunes en difficulté, disons, oui. Pour ne pas dire délinquants, drogués, dans votre château? Là, ça a quand même dû vous faire peur un petit peu, non? Oui et non, c'est vrai que j'étais un petit peu impressionné de demander ça à mon père, bien sûr, et en même temps, je trouvais ça tellement génial de pouvoir justement offrir l'hospitalité sur le passage. Pour moi, un château, c'est un lieu d'hospitalité, d'accueil, de rencontre, où le pèlerin qui passe trouve un gîte, les troubadours se retrouvent, échangent leurs trucs et les nouvelles circulent. J'ai vraiment imprégné au fond du cœur cette idée un peu moyenâgeuse où on rassemble vraiment. Et donc je me disais, c'est vraiment l'idée de rassembler le convoi qui passe avec ces jeunes et de les accueillir là. Et mon père était d'accord, on a mis une dans pièce. La cave quand même. Oui, c'est plus qu'une cave quand même. C'est un lieu que c'est clair que c'était pas dans le salon principal. Cependant, c'est une salle de chasse très belle avec un grand feu ouvert et qui est un peu en contrebas du château, mais qui a beaucoup d'allure. D'ailleurs, les jeunes étaient impressionnés. C'est pas une cave, hein. Il y a des grandes villes qui donnent sur un jardin. Voilà, rassure. Mais c'est une pièce assez simple, si vous voulez, où il n'y avait pas de risque de dommages si jamais il y avait un peu d'excitation dans la pièce. C'était ça la préoccupation, bien sûr. Et vous avez dîné avec eux? Voilà. Et alors ça, c'était... Pour me remercier, ils m'ont dit, Thomas, on veut te remercier, on te prépare une bonne gamelle de spaghettis chauds, viens manger avec nous. Et j'étais tout à fait touché, séduit par leur cœur. J'avais encore des a priori, c'est la première fois que je les rencontrais, bien sûr que c'était des délinquants, des petits durs de la rue, des agressifs. Bien sûr, comme avocat, j'avais jamais vu l'autre côté. Donc j'étais vraiment touché de voir le cœur, l'humour, la fantaisie, la générosité, Et depuis lors, j'ai embarqué dans l'affaire vraiment avec passion. On vous voit là avec Pierre-Bernard Welge. Là, vous êtes parti au désert aussi avec eux souvent. Oui, je suis parti effectivement très souvent au désert. On a, avec Pierre-Bernard, organisé beaucoup d'expéditions dans le désert, oui, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, il y a longtemps. Et en fait, ces jeunes vous ont fait découvrir des choses par rapport à vous, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que leur détresse, eh bien, la vôtre vous est apparue en constatant leur détresse à eux, non? Oui. Vous vous êtes dit, mais enfin, qu'est-ce que je fais? Je suis tout le temps hyper actif, je dois séduire. Tout ça est apparu à ce moment-là grâce aux jeunes. Ah oui, vraiment. Je me suis retrouvé dans beaucoup de leurs comportements. C'est vrai que ça m'a fallu un peu de temps pour accepter ça, de voir qu'au fond, par leur attitude, ils me donnaient gentiment un coup de pied au derrière pour me dire arrête de tenter de nous comprendre, de nous écouter, tant que tu ne te comprends pas et que tu ne t'écoutes pas toi-même. Et au fond, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que si sans doute j'étais pas dépendant, dans une dépendance à la drogue ou aux médicaments comme certains d'entre eux, j'étais quand même bien accro aux bonnes manières, à la gentillesse d'apparence, à la façon d'être poli, gentil, courtois, pour acheter la reconnaissance au prix parfois d'être complètement desséché à l'intérieur de moi et de ne pas me reconnaître. Sans doute, je n'étais pas suicidaire, comme certains d'entre eux pouvaient l'être, mais quand même, il y avait une partie de moi-même que je laissais gentiment mourir pour ne pas déranger, qui était sans doute cette partie de comédien ou plus artistique, disons, que j'avais complètement écartée parce qu'il faut gagner sa croûte, on n'est pas là pour rigoler, il faut travailler dans la vie, et donc on n'a pas le temps pour être comédien, pour écrire des poèmes ou des choses comme ça. Et j'avais vraiment laissé ces choses de côté. Et enfin, je pouvais observer que si certains vivaient des difficultés avec la prostitution, moi-même, je n'étais pas dans ces difficultés-là, sans doute au premier degré, mais je me prostituais quand même pas mal par rapport à mon identité, dans une attitude qui consiste à faire ce qui est bien, ce qui est conforme, plutôt qu'à être vrai. Et donc, je me suis dit, il est peut-être temps d'aller balayer gentiment devant ma porte, plutôt que d'essayer de balayer devant la leur. Et c'est ça qui m'a emmené en thérapie. Je vais d'abord essayer de me comprendre, de m'écouter, d'écouter ces tristesses, ces révoltes que j'ai jamais travaillées parce qu'elles étaient interdites d'accès.
Et ça 5 ans de thérapie? Oui, pratiquement 6 ans de psychanalyse, oui. Psychanalyse, oui. vraiment. Oui, 3 fois par semaine. D'abord sur le divan, puis un entretien plus tête à tête. Vraiment, et pour moi, c'est le plus bel investissement que j'ai pu faire. Je dois reconnaître, ça m'avait impressionné de voir le temps que je me consacrais d'abord et le budget que ça représentait, bien sûr. Et souvent, j'ai mis en cause ça en disant non, j'arrête, je vais mettre mon argent ailleurs. Et au fond, je pense que ça m'a vraiment donné l'occasion de me transformer en profondeur. Je ne veux pas du tout dire par là que c'est nécessaire pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont très bien ou qui n'ont pas besoin de ça. Mais personnellement, je pense que c'était une question de survie, qu'il fallait que je fasse ça pour aller vraiment à la rencontre de moi. Et très vite, j'ai perçu l'extraordinaire bien-être qu'il y a à prendre du champ sur l'inconscient. Dans la première année de thérapie, déjà, je démontais des mécanismes dans lesquels je m'auto-entretenais moi-même et que je n'avais pas le temps de voir dans la vie quotidienne. Je ne prenais pas le temps pour les regarder. Dans votre livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », vous dites que vous avez constaté que tous les êtres, quand ils descendent à l'intérieur d'eux-mêmes, trouvent les mêmes besoins de base, c'est-à-dire la sécurité affective, matérielle, aussi le besoin de partage, le besoin de liberté dont on parlait, besoin de reconnaissance. Et alors, il y a une image très belle, vous parlez de 3 petites maisons qu'on pose, disons, sur la terre, une tente, une petite maison, un château, et puis vous dites, si on creuse des puits sous chacune de ces maisons, aussi bien la plus humble que la plus belle, la plus importante, eh bien ces 3 puits vont arriver à la même nappe phréatique. Et vous dites que c'est la même chose pour nous, quand on creuse un peu à l'intérieur de soi, eh bien on va rejoindre la nappe phréatique de l'autre. Bien sûr, bien sûr. J'ai profondément confiance que derrière nos attitudes de surface, d'apparence, donc nos façades, à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons fondamentalement les mêmes besoins d'identité, de reconnaissance, de partage, d'appartenance à un groupe, une famille, une tribu, un clan, mais aussi de liberté, d'autonomie, de mouvement, d'espace. Nous avons besoin de créer, de réaliser, d'accomplir, mais nous avons besoin de ne rien faire, de poétiser, de rêver. Et bien sûr que derrière tout ça, nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés. Que nous soyons stars du showbiz avec une personnalité extrêmement connue, etc., ou que nous soyons aborigènes dans la forêt d'Australie, qu'on soit PDG d'une grosse boîte ou balayeur dans un quartier perdu, je pense que fondamentalement, ces mêmes besoins nous habitent et que nous avons donc une énorme richesse à nous écouter dans nos besoins. Plutôt qu'à nous juger en surface, souvent on se juge, on se critique, on est entretenu dans des préjugés, des croyances en surface, sur l'allure, sur le look, sur la couleur de peau, sur le fait qu'on habite un château ou pas. Vous voyez, j'ai souffert de ça, de ces préjugés, de ces croyances en surface, et vraiment j'avais envie de dire, mais moi j'ai les mêmes besoins que vous, j'ai envie d'être accueilli, d'être aimé pour moi-même, comme vous aussi, je ne vous juge pas, ne me jugez pas. Et les jeunes de la rue étaient comme ça aussi, on disait, mais ne me jugez pas, si j'envoie un pavé dans une vitrine, c'est que j'ai besoin d'appartenance à une société qui ne me reconnaît pas, qui ne me facilite pas la vie. Si je pique une bagnole et que je suis poursuivi par les flics, c'est que j'ai besoin d'intensité dans ma vie, de sentir qu'elle a un certain sens. Et je n'ai pas trouvé autre chose pour me donner du sens, mais ça, je peux vous garantir que ça me stimule. J'ai les mêmes besoins, moi, d'intensité, de sens. Bien sûr, je ne pique pas des voitures et je ne me fais pas poursuivre par des flics, mais dans ma vie, je cherche vraiment qu'elle soit... Ça ne se fait pas, un gentil garçon ne vole pas de voiture. Je pense que simplement, la vie m'a donné la chance de trouver de l'intensité et du sens autrement. Mais que profondément, je me reconnais dans ces besoins des jeunes-là. Et que plutôt que de les juger, ou de nous juger entre nous, ça vaut vraiment la peine de garder cette image profondément à l'esprit. C'est pour ça que je l'ai mise dans mon livre, que derrière l'apparence, au fond, il y a les mêmes besoins. J'en veux pour preuve aussi que des peuples qui sont en guerre et qui n'ont pas trouvé d'autres moyens pour communiquer, au fond, ont de part et d'autre le même besoin. Ils ont tous les deux besoin d'avoir la paix, d'avoir un territoire qui leur appartient, des usines, des champs à cultiver, des villes, des hôpitaux et des écoles, et qu'on leur foute la paix. Mais comme ils n'arrivent pas à l'avoir, ils s'agressent. Ça, c'est l'attitude, c'est le comportement. Mais le besoin dans la nappe phréatique, je pense, c'est de pouvoir vivre en paix chez eux. Alors, je trouve précieux de comprendre ça parce que ça nous permet peut-être d'utiliser d'autres outils que ceux qu'on emploie d'habitude. Et quand on est en procès avec quelqu'un ou qu'on risque de l'aide, de pouvoir se dire, on a tous les besoins d'être en paix. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt tenter de s'écouter et de se comprendre plutôt que de partir en guerre devant un tribunal ? Et bien sûr que ça vaut pour les États aussi, ou les ethnies, ou les religions. Je souhaiterais vraiment travailler à un monde où les gens prennent le temps de s'écouter plutôt que de se juger. Mais vous dites aussi que cette violence, c'est bien le résultat d'un manque de vocabulaire. Et vous parlez des formations en communication non violente, et vous dites, là, lors des formations, eh bien, on distribue aux participants
des listes de vocabulaire, de mots, de 250 sentiments qui peuvent utiliser. Donc ça veut dire que ces participants n'auraient pas pensé à utiliser ces mots-là pour communiquer, pour dire quels étaient leur mal-être un peu. C'est vraiment ça. Et cette liste est venue de la constatation entre formateurs dans une formation. C'est là qu'on a rassemblé ensemble, elle est le fruit du travail de plusieurs formateurs ensemble, les sentiments les plus courants et les besoins les plus courants, en se disant les gens ne sont pas outillés, ils n'ont pas conscience de ce vocabulaire pour eux-mêmes. Ils vont lire ce vocabulaire et le comprendre, bien sûr, dans les magazines, au cinéma, à la télévision, parce qu'il est d'usage tout à fait courant. Cependant, une vieille pudeur, l'idée liée bien sûr au fait d'être gentil et de ne pas s'écouter, fait que nous n'employons pas ce vocabulaire des sentiments pour nous. Et donc nous sommes limités à je vais bien, je vais pas bien, je suis détendu, je suis en colère, je suis triste ou je suis crevé. Et on va fonctionner avec 5-6 mots comme ça pour se décrire. C'est faible, c'est peu. Et c'est pas très précis non plus pour se renseigner sur sa vie intérieure. Alors c'est pour ça que, effectivement, dans les formations et dans mon livre, j'ai joint cette liste comme un outil pour mieux se comprendre et dire tiens, à la fois je me sens en colère, mais je me sens aussi déçu, je me sens triste et impuissant. Ah, là, je me comprends déjà un peu mieux. Qu'est-ce que ça renseigne? Ça renseigne des besoins. Et là, si je ne comprends pas bien mes besoins, il y a aussi une liste. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de partage, j'ai besoin de liberté et j'ai besoin d'air. Ah, bon, par exemple. Avec ça, je me comprends déjà un peu mieux. Et ce qui est le premier bénéfice, c'est que ça rétablit un peu plus de paix en moi. C'est que, au lieu de dans la confusion, dans la tourmente, déjà, je suis un peu plus au clair, je suis plus centré par rapport à moi-même. Et en fait, l'intérêt d'identifier le besoin comme ça, c'est que ça va me permettre d'aller faire une démarche, une demande. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de mon besoin de reconnaissance, de respect, d'entraide ou de Dieu sait quoi, plutôt que de me plaindre que personne ne s'occupe de moi et d'accuser tout le monde? Qu'est-ce que moi je peux mettre en place? Comment est-ce que je peux être davantage acteur de ma vie? J'ai vraiment le souhait de contribuer à ce que les êtres humains soient plus responsables et fassent davantage des choix. Je ne dis pas que c'est facile. Je pense qu'il y a des situations qui sont tragiques dans lesquelles on a peine à voir quel choix on peut faire et quelle démarche on peut faire. Cependant, je pense qu'il y a beaucoup plus de circonstances dans lesquelles nous sommes responsables de ce qui nous arrive et nous pouvons transformer notre vie si nous clarifions nos sentiments et nos besoins. On a parlé de ce premier déclic avec Pierre-Bernard Welge. Oui. Je voulais dire que j'ai énormément de reconnaissance pour la rencontre d'abord avec Pierre-Bernard Welge, parce que c'est un homme de cœur qui m'a appris vraiment à être à l'écoute des gens sans juger. Et c'est la première étape que j'ai faite dans cette démarche-là, de pouvoir accueillir un jeune sans se préoccuper de qu'est-ce qu'il a fait, que dit son dossier, vieux réflexe que j'aurais eu comme avocat, bien évidemment, pour contrôler la chose. Ouais. Je leur dis, tout ça, c'est pas nécessaire. On va l'accueillir comme être humain, avec le futur devant nous, plutôt que le passé. Et donc, j'ai vraiment envie de souligner cette reconnaissance par rapport à Pierre-Bernard qui me tient fort à cœur. Il y a quand même le déclic aussi de Guy Corneau. Vous êtes devenu un grand ami de Guy Corneau, vous voilà dans le désert. Aussi dans le désert, effectivement, comme avec Pierre-Bernard. Et bien sûr que Guy Corneau, c'est une autre rencontre d'un homme de cœur aussi, qui essaie toujours d'aller voir plus en profondeur ce que les gens vivent derrière l'apparence, bien sûr, et ne pas être piégé par nos habitudes de préjugés et de jugement. Oui. C'est une rencontre qui a beaucoup, énormément contribué à transformer ma vie, certainement. Oui. Vous parliez tout à l'heure des besoins, c'est bien de les définir, mais donc il faut les exprimer aussi. Une fois qu'on les a définis, il faut le dire aux autres. Et ça m'a amusé parce que vous dites, il y a beaucoup de femmes qui, elles, ne comprennent pas bien. Elles ont beaucoup d'intuition, peut-être plus que les hommes, mais alors elles s'imaginent que l'autre, le compagnon, le mari, devine leurs besoins. Et vous dites là, elles sont vraiment à côté, là. Mais c'est ça, beaucoup de nos difficultés de communiquer viennent de ce que nous croyons que parce que nous sommes clairs avec un besoin, l'autre va l'avoir deviné avec la même clarté que nous. Et comme il ne le fait pas, on le lui reproche, au lieu de simplement dire son besoin, en vérité. Mais souvent, il y a une espèce de pudeur, justement, à dire son besoin lié à l'éducation gentille, vous voyez. Je n'ose pas dire mon besoin, j'attends que l'autre me devine, mais s'il ne le fait pas, je le juge. Ah, on est piégé. Et oui, vous donnez un exemple, vous dites, par exemple, il faut aussi que ce soit concret, cette demande. Oui. Ah, il ne faut pas que ce soit... Virtuel, oui. Théorique. Et alors vous dites, il ne faut pas dire, par exemple, j'ai besoin de tendresse, mais vous dites plutôt, alors, est-ce que tu es d'accord de me prendre dans tes bras? C'est plus précis. Ouais, ça, oui. Parce que, disons que la personne qui revient sans arrêt avec son besoin de tendresse, sans dire clairement une demande, qui est l'étape suivante, une demande, une action qui nourrirait son besoin de tendresse, ça peut être à la longue être vécu comme un peu menaçant. Et l'autre peut très bien dire, oh, toi, tu as toujours besoin de tendresse, j'en ai ras-le-bol, c'est pas le moment. Et on est parti dans le pétard, si vous voulez. Au lieu de dire, j'aurais besoin de tendresse, là maintenant, est-ce que tu peux juste me faire un petit câlin de 5 minutes, ça me réconforterait. Alors là, la personne voit mieux de quoi il s'agit. Oui, je dis 5 minutes, ça 5 peut minutes, aller. c'est bon, et puis effectivement, ça me va bien, 5 minutes.
mais peut-être que la personne n'est pas disponible pour faire une soirée sur le canapé à se raconter des choses bras dessus, vous voyez. Alors c'est très précieux d'être concret dans la demande pour que le besoin ne soit pas vécu comme menaçant. Si vous êtes par exemple avec un besoin de reconnaissance, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de reconnaissance, mais que vous ne le rendez pas concret par une demande, l'autre peut dire j'en ai ras-le-bol de ton besoin de reconnaissance, et même ne plus le dire, mais s'enfuir ou s'enfermer dans le silence parce qu'il ne peut plus l'entendre ce besoin. Alors que vous aurez plus de chances d'obtenir un signe de reconnaissance si vous dites tiens, j'ai besoin de reconnaissance et ma demande serait de savoir si tu serais d'accord, par exemple, de me dire si tu as apprécié telle ou telle chose que j'ai fait. L'autre peut dire bah oui, j'ai bien apprécié ou non, mais je vais obtenir la reconnaissance dont j'ai besoin parce que c'est devenu concret. Pour moi, c'est une des richesses de ce processus de communication non violente que je renseigne et qui a été mis au point par Marshall Rosenberg. Voilà le troisième grand déclic. Oui. C'est d'avoir bien démélangé les choses pour que notre sentiment passe sans être vécu comme une menace par l'autre, notre besoin passe sans être vécu aussi comme une charge sur l'autre, et notre demande passe en laissant toute liberté à l'autre de dire « je ne suis pas d'accord avec ta demande, voilà mon besoin et ma demande », et on va chercher ensemble une solution pour les deux. Et donc, c'est un processus qui tente vraiment d'éviter la friction, la tension à tous les niveaux de la communication. Et moi, je voudrais vous demander quelque chose, Thomas d'Ansbourg. Donc, vous avez suivi cette formation avec Marshall Rosenberg. Et Marshall Rosenberg a écrit un livre en 1999 qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres » ou bien « ce sont des murs ». Et je me demandais pourquoi vous aviez eu ce besoin, vous, d'écrire un livre très bien fait aussi, cessez d'être gentil, soyez vrai, qui est à peu près, je veux dire, vous reprenez un petit peu ce que Marshall Rosenberg a fait en mettant vos exemples. Mais pourquoi? C'est un genre de bilan de votre part, de savoir ce que vous avez appris et de remettre tout ça sur papier? Oh, je pense qu'il doit y avoir de ça, le besoin de clarifier qu'est-ce que j'ai appris, de clarifier ma compréhension des choses en la mettant par écrit, d'affiner certains mécanismes. J'ai pu affiner en écrivant les choses et en les écrivant dans le souci qu'elles soient bien comprises et que les mots, le vocabulaire soit le moins possible un frein à la compréhension, que le vocabulaire soit le plus usuel possible pour que tout le monde puisse comprendre autant que possible. Je pense qu'effectivement, il y avait cet aspect de tenter d'affiner la compréhension, certainement. Donc, certainement un bilan de ma propre compréhension, un souci de transmettre avec le plus de clarté possible, un goût de transmettre des exemples qui me paraissaient très éloquents pour moi et que je citais déjà en conférence ou en formation quand j'anime des formations à la communication non violente et que souvent on m'a dit tiens, cet exemple est très percutant, très pertinent, c'est bien intéressant et que donc je me disais ben, autant l'élargir. Et enfin, je dirais, franchement, j'ai été invité par le public à écrire. Personnellement, il y avait un gentil garçon qui disait « Mais pourquoi écrire? Marshall est en train de faire un livre, il n'avait pas encore terminé. Moi, j'avais déjà pris des notes, mais je ne pensais pas vraiment écrire. Je prenais un peu des notes comme ça. Et il y avait un gentil garçon en moi qui se disait « Mais les librairies sont remplies de bouquins, je ne vais pas ajouter à ça. Il ne faut pas déranger. » J'ai évoqué ça. Il ne faut pas se faire remarquer. C'est vous qui évoquiez ça tout à l'heure. Ben, il y avait une partie de ça en moi. Et de l'autre côté, chaque fois que je donnais une conférence, les gens disaient « Est-ce que vous avez fait un livre? C'est bien intéressant, on aimerait aller plus loin et relire ça. Est-ce que vous avez fait un livre ?» Et comme cette demande revenait souvent, finalement, j'ai apprivoisé le bon garçon en moi en disant « Pourquoi est-ce que je ne me ferais pas confiance que j'ai peut-être quand même des choses à dire qui peuvent être utiles et servir les gens et accepter ça ?» plutôt que de dire « Mais non, je ne vais pas déranger. » Et puis, je pense que maintenant, quand je vois comme le livre est bien apprécié, ben, effectivement, ça se vérifie. Et vous parliez des exemples, et j'en ai relevé un qui m'a vraiment fait rire, excusez-moi. C'est ce fameux Karim. Donc Karim, c'est un jeune délinquant que vous aviez pris en charge, et puis qui disparaît pendant 2 ans. Et il vous rappelle, un jour ou un soir, pour vous dire... Enfin, il exprime le fait qu'il est au bord du suicide. Et la manière dont vous lui parlez, là, ça m'a quand même tout à fait surprise. Parce que ce délinquant, je ne sais pas ce qu'il avait fait, je suis obligée de raccourcir un petit peu, mais vous lui dites, tu te sens surpris parce que tu as de la peine à croire que de partager ta peine puisse être une source de joie. Ben oui, dit le délinquant. Et vous continuez, pour moi, c'est la joie d'être ensemble, de regarder ensemble et de chercher ensemble comment en sortir. Moi, je trouve que vous avez quand même eu de la chance, après, quand vous lui dites, mais comment te sens-tu quand je te dis ça? Et qu'ils vous disent « Oh, ça me fait plaisir, je me détends ». Il y en a d'autres qui vous auraient quand même un petit peu ri. Absolument. C'est un langage, quand je vous disais, vous n'auriez pas voulu être berger ou policier, je me dis,
peut-être au fond qu'il aurait voulu être curé, non? Moi, c'est un langage de curé pour moi. Je vous choque pas là, non? Oh, du tout. Non. Mais ça c'est fait quand plaisir même de un vous. risque quand même de parler comme ça à des délinquants, non? Oh, bien sûr. Ou à d'autres, hein? Je comprends votre surprise, bien sûr, et peut-être le besoin d'être rassuré que je ne parle pas comme ça à tous les délinquants. Oui. Bien sûr que je sais à qui j'ai affaire. Je le connais, mon Karim. Il a habité ma maison pendant longtemps, donc je vois bien comment il fonctionne. On a eu des heures et des heures de discussion, et je sais que je peux employer ce langage avec lui. Donc j'ai cette sécurité, cette assurance-là. Et bien sûr qu'aussi, dans l'exemple, j'ai fort résumé pour qu'il soit Moi lisible. aussi. Hein, oui. Alors c'est clair que ces phrases-là, elles n'étaient peut-être pas exactement comme ça. Ce sont ces notions qui sont venues. Je les ai résumées pour que le dialogue dans le livre ne prenne pas trop de place. Bien évidemment. Ça Mais je m'avait fait comprends. rire. Ce serait impensable de parler comme ça à quelqu'un que je ne connais pas bien. Impensable. Non. Il faudra s'apprivoiser et trouver quels vont être les mots qui vont parler dans cet échange-là. Mais là, avec Karine, j'étais rassuré, disons, que ce vocabulaire puisse passer. Maintenant, vous êtes formateur de la communication non violente. Et alors, vous partez aussi bien, vous en faites en Belgique des ateliers, Oui, oui. mais vous les emmenez aussi, par exemple, des groupes dans le désert, au Maroc. On a une photo là. Ça, c'est avant de partir, vraiment, vous chargez le mulet, là, Oui, je c'est vois. ça. C'est beau. Vous êtes C'est marrant devant la d'avoir cette Casbah. photo-là. Oui. Et c'est itinérant, alors Là, c'est un voyage itinérant, effectivement. Disons qu'on passe 2 jours pour se reposer et s'imprégner un peu du lieu, dans ce beau lieu, dans l'Atlas, un lieu que j'ai découvert il y a des années en randonnée et qui était complètement démoli, et que les villageois se sont tous mis ensemble pour le remonter et en refaire un lieu d'accueil. Alors je trouve ça très symbolique de la reconstruction que nous pouvons faire de chacun de nous, et c'est donc un atelier, non pas de communication non violente, mais de développement personnel, de rencontre avec soi dans sa façon d'être en relation avec soi et avec les autres. Ça s'appelle présence à soi, présence à l'autre. Comment développer davantage de présence dans notre façon d'être. Alors vous donnez des ateliers, je disais, en Belgique, vous donnez aussi des conférences en Belgique, en France, au Québec. Vous animez aussi des groupes de parole dans les hôpitaux, les écoles Oui, pour le moment c'est principalement un hôpital, dans une équipe de soins palliatifs, un groupe de parole mensuel qui permet à l'équipe de travailler ses difficultés dans la rencontre avec les mourants, qui représente bien sûr une grosse charge, une grosse souffrance quand on s'est attaché à une personne qui forcément ne va pas aller mieux, mais va finir par quitter l'hôpital mort. C'est de la souffrance qui a besoin d'être dite, d'être partagée, souvent. Et puis aussi les difficultés d'équipe, les tensions qui peuvent naître comme dans toute équipe, et qui se trouve donc là un lieu fixe, donc sécurisant, où ces choses vont pouvoir être dites. Et bien sûr, ce n'est pas une nouveauté, les groupes de parole existent depuis très longtemps. Si j'aime beaucoup ce travail-là, c'est que je prends conscience que dès qu'on est en communauté, c'est très précieux d'avoir un lieu où on nettoie nos tensions, où on assure la maintenance de la relation. J'évoque dans mon livre une image qui rappelle le fait qu'autrefois dans les villes, villages, il y avait des lieux de communauté où on allait tous laver son linge à la fontaine du village, et on parlait, on se retrouvait tous au bistrot, on parlait et on échangeait. Je ne dis pas que ça évitait tous les conflits, mais je pense que ça permettait aussi d'en désamorcer pas mal. Je crains que nous manquions beaucoup de lieux de communauté, et que dans la rapidité avec laquelle vont nos échanges, qu'on sera dans le secteur commercial bien sûr comme une entreprise, marchand, mais aussi dans le non marchand comme un hôpital, mais une école aussi, il est rare que le staff ait le temps de se rencontrer pour parler à cœur ouvert de ce qui ne va pas et vider les placards de tous les non-dits qui s'accumulent. Et pour moi, un groupe de parole, c'est vraiment ça, c'est éviter que s'accumulent dans les placards toutes sortes de non-dits qui sont comme autant de camemberts qu'on croit avoir mis de côté, mais qui finissent par empester complètement la relation et finir par la rendre impossible. Donc, j'encourage vraiment toute société, tout groupe à créer un lieu, un moment de parole où on peut se parler à cœur ouvert. Et moi, j'ai l'impression que depuis toujours, vous aviez une âme de thérapeute quand même. Parce que, je vous dis ça parce que j'ai une photo là, où on vous voit, voilà, vous aviez 1 an et demi, 2 ans. Je commence à deviner qui est votre source. Vous aviez une poule dans les bras, je ne sais pas si c'était toujours la même poule, mais il paraît qu'à chaque fois que vous preniez cette poule, vous vous promeniez avec la poule dans les bras et la poule s'endormait. Oui. Alors je me dis quand même que... Qu'elle devait se sentir en sécurité dans voilà, sûrement. Mais pour revenir à des choses peut-être plus sérieuses, quand vous partez dans le désert, par exemple, avec des groupes comme ça, c'est parce que vous aimez bien de voyager aussi. Non? Ah oui, bien sûr. Le voyage, c'est important. Imaginez que j'emmène des groupes en détestant voyager, ce ne serait pas très cohérent. Non, mais vous voyagez souvent. Il y a une photo là où vous êtes au Kenya,
Alors là, vous voyez vraiment la source de mes photos. Voilà, c'est la source de photos. C'est Totol. Ma tante Totol, oui. Nicole Leboeuf, oui. Oui. Et là, vous étiez aux chutes Karourou. Oui, c'est ça. On allait visiter mon frère qui travaillait pour le commissariat aux réfugiés en Somalie et qui avait Benoît. Mon frère Benoît, oui, mon petit frère, là qu'on voit sur la première photo tout jeune. Et là, on allait le visiter. Il avait une dizaine de jours de vacances qu'on est allé passer avec lui là et quitter son camp de réfugiés. Il pouvait un peu respirer l'air libre. Ouais. C'est une tante avec qui vous avez eu des contacts, je crois. Oui, beaucoup de connivence et beaucoup de reconnaissance aussi pour son ouverture justement à la relation humaine. C'était la sœur de votre maman. C'est la sœur aînée de ma mère, oui. Et avec qui j'ai eu beaucoup de connivence. Elle avait choisi de ne pas se marier et donc elle avait beaucoup de disponibilité pour nous et ça a toujours été une relation très, très forte et très libre, où j'avais l'impression que je pouvais enfin, avec un adulte de cette génération-là, parler vraiment de ce qui me préoccupait avec une écoute bienveillante et non jugeante. Mais si vous partez aussi comme ça dans le désert avec des groupes, c'est peut-être parce que vous savez qu'à certains moments, vous pouvez vous isoler, c'est ce qu'on m'a raconté. Vous aimez vous isoler pour entrer en communion avec la nature. C'est important pour vous, je crois, non? Oh, c'est fondamental. C'est vraiment une source d'équilibre, de paix, de nourriture, absolument fondamentale pour moi. Si je suis éloigné de la nature trop longtemps, je le sens physiquement comme une carence, comme si je manquais profondément d'un aliment nécessaire. Et c'est vrai qu'en animant des sessions dans le désert, j'aime beaucoup la vie du groupe et être avec le groupe et l'animation que je propose me plaît beaucoup, bien sûr, sinon je ne la ferais pas. Et par moments, j'ai vraiment besoin de m'imprégner de la beauté de cette profonde nature et d'y retrouver ma force, oui. Et puis il y a la passion du désert là, qui vous tient depuis très très longtemps. Ah oui, certainement depuis l'âge de 20 ans. Le premier voyage que j'ai fait dans le désert, j'avais 20 ans. Et je pense que c'était un coup de foudre comme on peut avoir pour la mer ou la montagne et que ça ne me quitte plus. Et je crois que beaucoup de gens qui tombent en amour du désert sont comme ça aussi, ça ne les quitte plus. Ils ont besoin d'y revenir et de retrouver cet extraordinaire dépouillement au milieu de la planète. Je crois que c'est ça vraiment le plaisir d'être dépouillé de tout ce qui nous entoure d'habitude. Je ne veux pas forcément dire nous encombre, parce que tout ne nous encombre pas, même si beaucoup de choses nous encombrent, bien sûr, mais de tout ce qui nous entoure et d'être confronté à de tout nouveaux repères. Le mouvement du soleil, qui peut dire qu'il regarde le soleil se lever et se coucher tous les jours? C'est rare. Tandis que dans le désert, bien sûr, on n'a pas de toit, donc on est tout le temps devant ce spectacle. On est tout le temps dehors, on est dépouillé des repères de confort habituels, d'hygiène, les choses sont complètement différentes, la nourriture est différente et le rythme est très différent. Et là, je vois vraiment qu'on peut sentir combien la vraie joie est indépendante de toute chose extérieure, elle est vraiment intérieure. Et ça m'avait frappé, c'est ça qui me donne le goût maintenant d'animer des sessions avec des adultes, c'est en y menant des jeunes, de voir combien ces jeunes, sans leur drogue, sans leur dealer, sans leur café habituel, sans leur boîte de nuit où ils sortent, sans tous ces repères qui paraissent leur être si fondamentaux, trouvaient une joie profonde à être simplement autour du feu, épuisés par la marche de la journée, contents d'avoir un petit thé à se partager, et que la joie était toute simple et si forte à la fois. Vous parliez de coup de foudre, alors là, une photo du désert avec Valérie. Oui. Valérie, femme, oui. je ne suis pas sûre que ce soit un coup de foudre, puisque je crois que Valérie vous a attendu de très 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 nombreuses années avant que vous ne vous décidiez à vous marier. Absolument. C'était la peur de l'engagement. Absolument, la peur de l'engagement, absolument, la peur de la contrainte, d'être empêché d'être moi-même. Vous voyez, c'est de nouveau cette vieille blessure, il m'a fallu longtemps pour la travailler et la dépasser. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça peut se dépasser. Même une blessure qui me tenait bien en retrait de tout engagement de couple, par peur d'être empêché comme je suis et non pas comme elle voudrait que je sois. Elle m'accepte comme je suis. Et c'est vrai que je suis émerveillé de la patience qu'elle a eue. Elle m'a attendu 20 ans, dans la confiance que j'allais me transformer et qu'on était fait pour s'entendre, ce que je vérifie maintenant tous les jours. Nous avons 4 ans de mariage à peu près. Et tous les jours, je vérifie quelle joie nous avons à nous comprendre dans cette complicité, vraiment. Et je suis plein de reconnaissance pour sa patience. Peu de femmes auraient attendu 20 ans. Alors, vous avez 2 petites filles maintenant, tous les 2. Oui. Camille, qui a 3 ans, si j'ai bien calculé, et puis Anna, qui a 2 ans. Est-ce qu'elle n'a pas un bonnet girafe là, Un bonnet girafe, absolument. C'est le langage
de la communication non violente. Disons qu'effectivement, c'est un des outils pédagogiques d'apprentissage de la communication non violente, de faire jouer les dialogues de façon classique par un petit chacal qui parle le langage habituel, disons, et de faire décoder ça par une petite girafe sous la forme d'une marionnette. Ce sont deux marionnettes, la girafe parlant davantage avec ses sentiments et ses besoins plutôt que ses jugements. Alors la girafe est effectivement le symbole de la communication non violente. Et c'est clair que quand nos enfants sont nés, on a reçu de nos amis et de nos proches toutes sortes de choses qui représentent une girafe. Il y a des collections de peluches, de petits animaux et tout, et bien sûr un bonnet girafe. Voilà. À propos de vos filles, moi, j'aime bien vous taquiner un peu, vous l'avez Allez-y, senti. Hein. Moi, je voudrais vous revoir dans, disons, même pas 15 ans. Parce que vous parlez de nouveau d'un exemple dans votre livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et vous dites, bon, si un enfant, un adolescent vous dit « je veux sortir dans une boîte de nuit », il ne faut pas lui répondre « non, tu ne sortiras pas à ton âge ». Mais alors, de nouveau, vous dites la réponse possible « oui, j'ai besoin d'avoir confiance ». J'abrège un peu. Hein. Donc, vous répondez ça à l'adolescent. Hein. Et je voudrais construire cette confiance petit à petit avec toi en te proposant de participer d'abord à des sorties chez des gens que je connais et puis qu'on parle ensemble de la manière dont ça se passe pour toi. Thomas, vous me direz dans 15 ans comment vous avez fait, surtout comment vos filles ont réagi à ça. Vous croyez vraiment qu'elles vont vous écouter en disant « oui, papa, bien sûr ». C'est une proposition que je fais dans mon livre, bien sûr. Oui. Hein. Et je comprends que, sortie du contexte, elle paraisse un peu théorique ou gentillette. Oui, à mon avis, Pour c'est un mettre ce peu mot gentil. dessus. Je comprends tout à fait. Ce que je veux évoquer par là, c'est simplement un exemple pour tenter de sortir de la vision binaire qui nous fait soit dire « non, ma petite fille, tu es complètement folle, à ton âge de sortir en boîte, monte dans ta chambre ». Et à ce moment-là, Bien on a soit sûr. une petite fille soumise qui est gentille et qui écrase et qui risque d'écraser sa vie durant, soit une petite fille rebelle qui sort par la fenêtre en faisant le mur pour pouvoir faire ce qu'elle veut en dépit Oui. de ce que les parents souhaitent. Et je caricature bien évidemment, mais c'est cette vision binaire de dire « non ». Ou de l'autre côté, bien sûr, ma petite fille, pas de problème, prends ma carte de crédit, amuse-toi bien, sans aucun mise en garde, sans aucun accompagnement. Et entre cette vision tout à fait sécuritaire ou tout à fait libertaire, nous sommes souvent piégés. Et ma proposition, qui peut paraître simple évidemment parce qu'elle suppose un long échange, de dire à la fois j'ai un besoin de liberté et donc de t'encourager à prendre ton autonomie, et à la fois j'ai un besoin de sécurité, d'être rassuré que tu comprends bien les risques qu'il y a à sortir en boîte et je voudrais travailler cette sécurité avec toi petit à petit. C'est une invitation à ne pas être piégé dans une vision binaire, mais à travailler les différents besoins. Mais je peux bien comprendre que résumer comme ça dans un livre, ça paraît un peu court. Surtout quand Oui. on a vécu avec des adolescents. Hein. Oui. Certainement. Mais j'apprécierais qu'on se redonne rendez-vous dans 15 ans et que je vous dise comment est-ce que je vis ça au quotidien. Oui. Ceci dit, je suis déjà, bien sûr, avec une petite fille de 3 ans qui commence à avoir la langue bien pendue, déjà confrontée à cette façon de clarifier des enjeux en les clarifiant de façon complémentaire et non pas binaire. Et personnellement, je trouve ça bien intéressant parce que ça permet à l'enfant de faire choix en disant « Ah oui, il n'y a pas qu'une façon de voir. Il y a d'autres aspects que peut-être moi, enfant, je n'ai pas vu et que mon père me renseigne. Et là, je peux exercer ma liberté de choix plutôt que de me contraindre. » Ça, je trouve intéressant de nouveau, stimuler la faculté de la liberté de choix, vous voyez. Bien sûr. Vous savez qu'on propose des choix à la fin de l'émission, justement. Et d'abord, une petite question. Si vous pouviez rencontrer une personnalité actuelle ou qui a disparu déjà depuis longtemps, qui serait-ce? Oh, je ne m'attendais pas à cette question. Je pense que je pense d'emblée à Gandhi ou à Martin Luther King. D'emblée. Je crois que j'aimerais énormément aller, prenons Gandhi, parce qu'il a lui-même été avocat, disons, et je pense que ce qui me ferait profondément plaisir, c'est de partager la difficulté qu'il y a à regarder les rapports humains autrement que l'ensemble de la société, et à garder sa conviction profondément ancrée dans son cœur que ça vaut la peine de défendre cette position-là. Voyez, et il a certainement vécu ça, étant d'abord avocat et puis ayant pris dans tous les enjeux politiques dans lesquels il a été pris, d'avoir des grands moments de découragement, de doute. Je peux bien imaginer ça et je crois qu'entendre ces moments de doute m'aurait rassuré sur le fait que ça fait partie du chemin. Je m'écoute souvent dans mes doutes, bien sûr que j'ai une grande foi dans l'être humain et dans notre capacité à mieux nous entendre et à développer des capacités d'entendre beaucoup plus riches que celles qu'on a développées jusqu'ici. Mais bien sûr que devant la violence qu'il y a dans le monde, j'ai des grands moments de découragement et de tristesse. Alors on va vous proposer 2 peintres belges et vous allez nous dire si un des tableaux qu'on vous propose vous parle plus que l'autre.
Ce tableau-ci est de Petrus de Man. Et le suivant de Bruno Jacquemin. Est-ce qu'il y en a un que vous avez envie de... J'avais envie de dire légendé, mais c'est presque Commenter. ça. Commenter. Commenter oui. Faire un commentaire sans taire l'émotion. J'aime bien cette explication du mot commentaire. Commentaire, la véritable émotion. Bien, celui-là me donne beaucoup plus d'émotion que l'autre. Je me retrouve dans cet enfant qui pleure. Je le vois comme un enfant sur son lit parce qu'il est triste. Je me retrouve beaucoup là-dessus. Je pense que la dernière fois où je me suis retrouvé comme ça en profonde larmes, c'est un moment où vraiment j'en avais complètement ras-le-bol de ma vie de juriste et je sentais absolument le besoin fondamental de changer et de faire des choses qui soient plus humaines, qui aient plus de sens à mes yeux, qui soient plus au fond de la réalité humaine que de faire en sorte que des affaires juridiques et derrière ça bien sûr des affaires matérielles puisque je travaillais pour une banque fonctionnent. Je sentais la profonde perte de sens de mon activité et de faire des choses que sans doute je faisais bien comme juriste mais qui n'avaient pas de sens et j'en pleurais le soir souvent et c'est qu'en regardant ça je me vois parfois rentrant le soir et tout confortable que j'étais, gagnant bien ma vie, de sentir ma détresse, de ne contribuer à rien qui aille au-delà de moi. Et maintenant, je suis bien heureux de voir que ces moments de peine ne m'arrivent plus. J'ai vraiment l'impression de contribuer à quelque chose qui va bien au-delà de moi et qui est le bien-être de l'humanité, auquel je souhaite contribuer très modestement, mais je sais que j'y contribue et ça me comble de joie. Oui. Alors, je vous propose 2 phrases et il y en a une qui va peut-être vous parler, plus que l'autre. Une phrase de Marcel Jouandeau. Pour supporter sa propre histoire, chacun y ajoute un peu de légende. Ou l'autre, de Maurice Maeterlinck, on n'a que le bonheur qu'on peut comprendre. Oh, je préfère celle-là, certainement. On n'a que le bonheur qu'on peut comprendre. Je pense qu'effectivement, il m'a fallu du temps pour comprendre ce qu'est vraiment l'enjeu du bonheur. Je l'ai souvent cherché à l'extérieur de moi-même, dans des choses à faire, des gens à séduire, des activités à créer, de l'argent à gagner, bien sûr, une nouvelle voiture à m'offrir, des choses comme ça. Bien sûr, dans une illusion, je ne dis pas que ces choses ne sont pas agréables, mais accepter comprendre qu'effectivement que le bonheur est tout simple et qu'il est dans la simple présence qu'on peut s'apporter à soi, à la nature environnante, aux choses, aux gens, aux autres. Il m'a fallu très longtemps, effectivement, et je crains que beaucoup de gens passe à côté de ça simplement et que donc il manque une grande occasion d'être dans le bonheur, oui. Donc je crois qu'effectivement ça passe par une certaine compréhension qui ne veut pas dire tout comprendre et tout décortiquer, mais je dirais peut-être simplement être conscient, porter sa conscience et que la chose puisse entrer plutôt que de la laisser à l'extérieur. Thomas Dansbourg, l'émission arrive à sa fin. On va se quitter. Vous avez choisi une musique pour le générique de fin, je crois. C'est quoi? Oui, c'est une musique d'un chœur de chant corse, un chœur d'hommes, de musique corse, oui. Et c'est une musique qui me touche beaucoup pour différentes raisons. Je pense d'abord parce que ce sont des hommes qui chantent et qui font donc ensemble quelque chose de beau et de doux, de tendre, de chanter ensemble. Que ces hommes sont des chasseurs ou autrefois des guerriers, ce sont de vieux chants, et que ça ne les empêche pas de goûter la douceur et la tendresse à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je pense aussi que ce qui me plaît, c'est ce qui est évoqué, qu'un jour on m'a traduit, qui est que le petit thème dit « Et pourtant nous sommes là ». Et puis la chanson continue en disant « Pourtant on a traversé des difficultés, il y a eu des marées trop fortes, il y a eu des tempêtes, il y a eu des orages, etc. Il y a eu des deuils, des incendies, mais pourtant nous sommes là ». Et le petit thème revient à chaque fois avec ça, cette idée de permanence à travers la difficulté, à travers l'amertume, à travers les épreuves, l'idée de notre constance, de notre permanence dans la tendresse et dans un rythme qui est à la fois un peu grave et un peu joyeux. Vous savez, comme j'aime sortir de la dichotomie en disant nous sommes à la fois les deux, notre vie a à la fois sa gravité mais aussi sa joie. Et pour moi, c'est très précieux de goûter les deux. Merci. On va écouter cette musique corse. Et puis moi, je vous dis aussi merci parce que vous nous poussez à prendre connaissance de nos besoins et à les exprimer. Et comme vous le disiez il y a quelques minutes, peut-être que toutes ces petites choses mises ensemble fera qu'on trouve un peu plus de paix dans le monde grâce à ça, à cette non-violence dans la communication. Merci à vous, Thomas Dansbourg.
som i morgen. Du gjør det som sommerstående.